Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'École nationale de la magistrature. Donc nous sommes des élèves magistrats, donc des auditeurs de justice de l'association Horizon Magistrature, et nous allons vous proposer aujourd'hui un procès fictif. Donc pour cela, et pour rendre le procès un peu plus interactif, nous allons avoir besoin de 3 volontaires. Donc 2 volontaires pour jouer le rôle d'assesseur, donc c'est le rôle de juge qui seront juste ici pour accompagner Laura, Madame la Présidente. Pas besoin de prérequis, pas de prérequis nécessaires. On vous donnera vos robes et on vous expliquera vos rôles. Pour avoir une idée, ça dure environ 45 minutes. Et pour les personnes qui sont mineures, on aura juste besoin de l'autorisation écrite de vos parents pour des questions de droit à l'image. Donc, est-ce qu'il y a 2 volontaires pour jouer le rôle de juge? Allez, vas-y. Et allez-y. Et on aura besoin d'un autre volontaire, d'un ou d'une autre volontaire pour jouer le rôle de greffier. Donc le greffier sera placé ici et c'est la personne qui est en charge de prendre en note l'audience. Donc est-ce qu'il y a un volontaire pour le rôle de greffier? Allez-y. Donc vous pouvez venir, oui pardon. Donc on va vous mettre vos robes et vous expliquer vos rôles. Oui, par là, ici. Il y a des escaliers juste là. Donc pendant ce temps-là, non ça c'est, tu peux le mettre. Pendant ce temps-là, je vais un peu vous expliquer le déroulé. Donc c'est un procès fictif. Donc même si on s'approche de la réalité au niveau des rôles, du déroulement, des règles de procédure, on pourra faire des touches d'humour. Donc les différents acteurs pourront faire des petites touches d'humour qui ne représentent pas vraiment la réalité, mais c'est pour rendre le procès un peu plus interactif. Ce sera, sans vous en dire plus, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, des faits de trafic de stupéfiants qui sont assez courants dans les tribunaux en comparution immédiate. Je vous invite aussi à aller, si vous voulez assister à des vrais procès, à aller dans les tribunaux judiciaires. S'il y en a qui sont de Bordeaux ou alentour, le tribunal judiciaire est juste à gauche en sortant de l'école. C'est gratuit et c'est tous les jours, sauf le week-end. Ce que je peux ajouter d'autre, c'est que... vous êtes tous prêts? Non. Vous êtes bon? Ok. Je précise juste qu'il y a un temps de questions. Il y aura un temps de questions à la fin. Et vous pouvez aller en salle de délibéré. Il y aura un temps de questions à la fin sur le procès fictif. Mais si vous avez des questions sur la formation, sur la préparation au concours, sur les reconversions, il y a des stands tout sur le hall, en fait, à gauche. Et il y a également des tables rondes, notamment sur les reconversions professionnelles, donc n'hésitez pas. Le tribunal, veuillez vous lever. J'appelle Madame Dill. Madame, Monsieur de l'Escorte, je vais vous demander de désentraver Madame, s'il vous plaît. Pardon, ce sera mieux comme ça. Alors, je vais d'abord vérifier votre identité, Madame. Oui. Vous êtes bien Madame Michaela Dill, fille de Robert Dill et de Léa Dill? Oui. Est-ce que vous pouvez me donner votre date et votre lieu de naissance, s'il vous plaît, Madame? Le 5 juin 2001 à Bordeaux. Je suis Gémeaux. Vous habitez donc au 4 rue Arletty, 33 000 à Bordeaux? Oui, c'est ça. Et vous êtes aujourd'hui assistée d'un avocat? Oui. Parfait. Alors, Madame, vous comparaissez aujourd'hui dans le cadre d'une comparution immédiate qui a été décidée par le procureur de la République à l'issue de votre garde à vue et de votre déferment. Il vous est reproché, Madame, d'avoir à Bordeaux, entre le 3 janvier et le 14 janvier 2026, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu et offert ou cédé de manière illicite des produits stupéfiants en l'espèce 4 pochons de 5 grammes de résine de cannabis, 1 pochon d'1 gramme d'herbe de cannabis et 361 grammes de résine de cannabis. Maître, vous tenez pour lu les articles?
Par ailleurs, il vous est reproché, madame, d'avoir à Bordeaux, le 14 janvier 2026, commis un outrage par parole, geste ou menace de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. En l'espèce, en disant à la policière et militaire « Lâche-moi sale fille, continue et je te prends en octogone », alors que celle-ci procédait à votre arrestation. Madame, est-ce que vous avez compris les faits de détention, offre ou cession de produits stupéfiants et les faits d'outrage sur personnes dépositaires de l'autorité publique qui vous sont reprochés aujourd'hui? Oui. Dans le cadre de cette comparution immédiate, vous avez le droit de demander un délai pour préparer votre défense de 10 jours ou vous pouvez accepter d'être jugé aujourd'hui. Que décidez-vous? Je vais être jugée aujourd'hui. Très bien. Vous pouvez vous asseoir, madame. Est-ce que la plaignante, madame Émilie Terre, est présente? Bonjour, madame. Vous pouvez approcher à la barre. Donc, vous êtes plaignante dans cette procédure. Est-ce que vous souhaitez vous constituer partie civile? Oui, je suis même venue avec un avocat. D'accord. Vous pouvez vous asseoir. Dans ce cas-là, je vous appellerai tout à l'heure. Merci, Madame la Présidente. Madame Dill, vous pouvez revenir à la barre. Alors, je vous informe que dans le cadre de cette audience, vous avez le droit de vous taire, de faire des déclarations spontanées et de répondre à mes questions, et les questions du tribunal, évidemment. Donc, je vais d'abord instruire le dossier, c'est-à-dire on va parler des faits, je vous poserai des questions, et puis ensuite on abordera la partie personnalité. Donc, entre le 3 janvier et le 14 janvier 2026, des surveillances policières à la cité Arletty à Bordeaux, donc une cité notoirement connue pour le trafic de stupéfiants, ont été mises en place et ont mis en évidence un nouveau point de vente au pied de l'immeuble situé 4 rue Arletty, avec un seul individu actif que les policiers ont identifié comme vous, Madame Dill. Les enquêteurs ont également identifié un mode opératoire constant, des sorties répétées de l'immeuble de l'individu avec un sac à dos, des transactions réalisées dans la cour extérieure de l'immeuble après un repérage visuel des alentours et la remise de barrettes de couleur brunâtre ou verdâtre en échange de billets de banque. 11 transactions par jour en moyenne ont été observées. Et le 14 janvier 2026, il a été procédé à votre interpellation en flagrance, votre client ayant pris la fuite. Et lors de votre fouille, ont été identifiés 4 pochons de 5 grammes de résine de cannabis dans votre poche, ainsi qu'1 gramme d'herbe de cannabis. Lors de l'interpellation, les policiers rapportent ce que vous leur avez dit. « Lâche-moi, sale fille, continue et je te prends en octogone » et que vous avez craché en leur direction. Donc à la direction des militaires et gendarmes, les policiers en question. Vous avez été placé en garde à vue. Lors de la perquisition de votre domicile, les enquêteurs ont trouvé de nombreux pochons, des gants en latex, des balances de précision, des couteaux et des planches à découper, 361 grammes de résine de cannabis, 156 grammes d'herbe de cannabis et 2720 € en espèces. Ces éléments ont été placés sous scellé. Et on a également exploité votre téléphone. Les enquêteurs, donc des photos et des vidéos de plaquettes de résine de cannabis ont été trouvées sur votre téléphone portable. Plusieurs SMS, dont un d'un contact l'ours évoquant des recettes. Et sur votre compte Snapchat, Mikouk33, bonjour chef, c'est moi le petit, dans la voiture marchandise dispo, appelle-moi, je te livre. On a également trouvé des archives de publication de stories diffusées depuis votre compte. J'ai du stock, venez récup cet après-midi. En garde à vue, vous avez reconnu les faits d'outrage, mais nié ceux liés aux produits stupéfiants en évoquant une activité de vente de tiramisu. Alors, madame, qu'avez-vous à dire sur ces faits aujourd'hui? La même chose. Je ne fais pas du tout de trafic de stupéfiants. Moi, je vends des tiramisu sur Snapchat. Et pour l'outrage, ça, pour le coup, je le reconnais. Mais j'étais très énervée. Ils m'ont fait mal pendant l'interpellation. Donc, voilà, j'étais juste énervée sur le moment. Les policiers disent qu'ils vous ont vu à plusieurs reprises sortir de l'immeuble avec un pochon, une barrette en plus de couleur quand même assez précise, brunâtre ou verdâtre, et que vous le donniez en échange de billets. Qu'est-ce que vous faisiez alors? Alors c'était brunâtre, et du coup c'est des boudoirs dans du café pour le tiramisu. Donc effectivement, et après oui, je suis sortie de chez moi parce que ça arrive à tout un chacun. Donc voilà. Et y compris au moment de votre interpellation, vous avez été vu en train de vendre, on a trouvé des stupéfiants sur vous. Donc si c'est simple le tiramisu, ça c'est pour ma consommation personnelle. Et pourquoi votre client il a pris la fuite alors si c'était de simple tiramisu? Je sais pas, peut-être qu'il a des bisbilles avec la police, mais moi c'est pas mon cas. Donc, je veux dire, je vais pas lui courir après. Si lui il décide de s'enfuir, moi j'ai rien fait, je reste là. Hein. Moi je me suis pas enfuie. Alors vous parlez d'une consommation personnelle. Pourquoi est-ce qu'on a trouvé des balances, des pochons de conditionnement, des planches à découper, un matériel quand même assez spécifique, avec des résidus de cannabis chez vous? Alors, les balances, du coup, c'est pour le tiramisu, parce qu'on a besoin d'une balance pour les ingrédients. Les pochons de conditionnement, je les utilise en poche à douille, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Et après, les résidus de cannabis, c'est parce que c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'utiliser mes matériels pour le tiramisu
pour fumer et voilà, rouler un petit joint, mais après, je désinfecte tout parce qu'on ne mélange pas ce qu'on fume et ce qu'on mange. Donc, du coup, j'ai tout désinfecté, mais c'est ma consommation personnelle, quoi. Enfin, Ça fait pas un peu beaucoup, 5 grammes de résine de cannabis, 4 pochons qui en contiennent et voilà, toutes les quantités que j'ai données tout à l'heure, ça fait pas un peu beaucoup pour une consommation personnelle? Ça allait pas très bien en ce moment, du coup, j'ai un peu augmenté ma consommation, mais c'est vraiment que de la consommation personnelle. D'accord. On y reviendra plus tard, mais vous n'avez pour l'instant aucune activité, ou en tout cas aucune activité déclarée. Comment est-ce que vous payez cette quantité de stupéfiants? C'est juste la vente de tiramisu. Et vous pensez vraiment qu'une activité de vente de tiramisu permet de financer de telles quantités? Ils sont de très bonne qualité, vous devriez y goûter. Vraiment, ils sont... Un jour, je serai meilleur ouvrier de France, hein. Je travaille. J'ai fait lecture du message tout à l'heure. Bonjour chef, c'est moi le petit dans la voiture avec la notion d'une marchandise. De quoi s'agit-il? Il vous livrait quoi? Il me livrait des ingrédients, mais c'est vrai qu'en fait, bon, ça nous amuse un peu d'utiliser un vocabulaire un peu spécifique, mais je veux dire, c'est comme... je sais pas, c'est comme les gens qui se déguisent en dealer pour Halloween, quoi. Ils sont pas dealers. Moi, c'est pareil, on utilise du vocabulaire, mais ça veut pas dire que je fais du trafic de stupéfiants. C'était vraiment, ils me livraient des ingrédients d'une enseigne de grande... Parce que je fais beaucoup de ventes, donc j'ai besoin de beaucoup d'ingrédients. C'est un peu sombre, non, comme procédé des comptes Snapchat avec des mots du type stock, marchandises pour de simples tiramisu? Vous gardez le silence, très bien. J'aurais une dernière question sur ces faits. Comment se fait-il que vous ne postiez aucune photo, vous n'ayez aucune photo dans votre téléphone portable de vos tiramisu que vous dites vendre, alors qu'on a trouvé des photos et des vidéos de cannabis? C'est le bouche à oreille. C'est pour ça, c'est un peu secret, mais mes tiramisu, ils se méritent. Donc c'est pour ça que je mets pas de story. Mais c'est parce que c'est de la très bonne qualité. C'est noté. Concernant l'outrage, qu'est-ce que vous vouliez dire par continuer, je te prends en octogone? L'octogone, c'est une figure géométrique, hein, comme ça. Hein. Et voilà, et continue, en fait, j'avais peur qu'il continue, quoi. Mais vous avez reconnu l'outrage? Oui. Donc il y avait une idée de violence derrière cette notion d'octogone? Non, j'étais menottée, oui, peut-être sur le moment, mais j'ai pas vraiment... j'allais rien faire, quoi. Bien. Vous pouvez vous asseoir. Je vais demander à Élie Nitter de revenir à la barre, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaiteriez porter à la connaissance du tribunal? Écoutez, moi je suis vraiment outrée de voir la position que prend le prévenu aujourd'hui. Moi, j'ai décidé d'exercer les fonctions dans la police pour protéger la population et pour travailler pour l'État. Et au final, je me suis fait cracher dessus. Je me suis fait insulter. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, il m'a clairement dit « lâche-moi, sale flic, continue et je te prends en octogone ». Et on ne va pas être naïf et croire que derrière la notion d'octogone, il n'y avait pas la volonté d'être violent. Moi, c'était la première fois en plus que c'était mes premières interventions. Donc voilà, je suis très choquée. Je me suis sentie humiliée. Et moi, j'ai exercé ce métier par vocation. Et à un moment donné, peut-être falloir qu'on rappelle aussi à monsieur et à tout le monde que la police, elle mérite d'être respectée. Quelle était l'attitude de Madame Dill lors de son interpellation? Elle était très agacée, très vindicative. Elle n'était pas du tout dans la collaboration, en tout cas, et ses insultes étaient très claires. C'est noté. Est-ce qu'il y a des questions du côté des assesseurs pour la partie civile et on rappellera le prévenu après? Pas de questions. Maître, pour la partie civile, vous avez des questions? Pas de questions, Madame la Présidente. Madame la procureure? Pas de questions, Madame la Présidente. Maître en défense? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions pour le prévenu? Je vais vous demander de vous rasseoir, Madame. Merci. Questions? Maître, pour la partie civile, des questions au prévenu? À la prévenue, pardon. Madame la procureure? Merci Madame la Présidente. Deux petites questions pour Madame Dill. On a donc retrouvé chez vous des balances de précision. Est-ce que pour cuisiner vos tiramisu, vous avez besoin d'une précision au dixième de gramme près? Oui. C'est très important d'être très précis, quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà cuisiné un tiramisu, mais c'est important que les quantités soient respectées. Puis surtout, quand on veut être meilleur ouvrier de France, moi, je suis un peu mono-recette. J'ai que le tiramisu. Donc, il faut qu'il soit parfait. Et du coup, j'ai besoin d'une précision. Je vous remercie. Dans quel type de conditionnement vous les vendez, vos tiramisu?
Dans des boîtes en plastique, mais elles sont joliment décorées. J'ai fait un petit design, tout ça. Je vous remercie. Pas d'autres questions, Madame la Présidente? Maître en défense, des questions? Alors, je vais maintenant aborder votre personnalité, madame. Donc, vous êtes célibataire, c'est bien ça? Oui. Au niveau de votre situation professionnelle, quelle est-elle en ce moment? Vous travaillez? Du coup, je vends mes tiramisu. J'avais quelques jobs en intérim pour compléter parce que voilà, c'est sûr que ça me suffit, mais bon, voilà. Du coup, j'avais quelques jobs en intérim et de temps en temps. Qu'est-ce que c'était, ces missions d'intérim? C'était de la vente en supermarché, mais ça me plaisait pas trop. Je préfère vendre des tiramisu. Et avec Sympa. cette activité-là, vous touchez combien de revenus? La vente de tiramisu, vous voulez dire? Oui. Disons que c'est à peu près 50 € le tiramisu, donc j'en vends quand même pas mal par jour. Je sais plus, là j'ai pas les chiffres en tête, là la garde à vue ça m'a un peu... Mais j'ai mes comptes à la maison, hein, si vous voulez. Hein. D'accord, on verra ça avec votre avocat tout à l'heure. J'ai vu que vous étiez titulaire d'un CAP pâtisserie et que vous aviez entamé une formation en CAP boulangerie, mais que vous n'étiez pas allé au bout. Est-ce que vous avez des projets dans le secteur de la pâtisserie actuellement? Ou d'autres projets professionnels? En fait, oui, c'est vrai, j'ai essayé d'ajouter un peu une corde à mon arc. Et donc j'ai voulu faire un CAP boulangerie, mais j'ai pas réussi. Et donc ça m'a un peu dégoûtée. Et j'avais pas trop envie du coup de me remettre dans la pâtisserie. Et je me suis un peu concentrée sur les tiramisu, mais de mon côté. Très bien. Vous avez indiqué donc vous consommiez des stupéfiants. Hein. Qu'est-ce que vous consommez? Du cannabis essentiellement. Enfin, ce que vous avez trouvé chez moi. Et à quelle fréquence? Tous les jours. Tous les jours. Après, c'est sûr que comme ça va pas super bien depuis que j'ai raté le CAP boulanger, un petit peu plus. Mais tous les jours et ouais. Et ça fait combien de temps? Depuis que j'ai 12 ans, 13 ans. Votre casier judiciaire fait état de 2 mentions, une en 2022 avec une condamnation par ordonnance pénale à 300 € d'amende pour usage de stupéfiants, et en 2024, une condamnation à un travail d'intérêt général pour violence sans incapacité totale de travail et dégradation. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces condamnations? C'est du passé. Moi, j'ai tout respecté, j'ai payé mon amende, j'ai fait mon travail d'intérêt général. C'est du passé pour moi. Est-ce qu'il y a des questions du côté des assesseurs sur la personnalité de madame? Maître, pour la partie civile. Madame la procureure. Pas de questions. Maître en défense? Très bien. Maître, vous avez la parole pour la partie civile. Vous pouvez vous rasseoir, madame. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs du tribunal, je me tiens aujourd'hui devant vous pour défendre les intérêts de ma cliente, Madame Émilie Terre, donc qui est gardien de la paix et qui a pris des fonctions récemment. Et à aucun moment, ce 14 janvier, Émilie Terre, en tant que gardienne de la paix, aurait pu penser qu'elle serait victime d'outrage et de crachats sur sa personne. Bon, s'agissant des faits, ils sont plutôt établis puisque Madame reconnaît à l'audience des paroles outrageantes ont été tenues à l'égard de ma cliente en sa qualité de policière. Également, elle a subi un crachat qui est un acte particulièrement humiliant et qui dépasse les simples paroles. Alors oui, aujourd'hui, Madame vous dit qu'elle était énervée, mais à aucun moment cela ne justifie d'outrager un agent public et de lui cracher dessus. De plus, Madame Dill ne pouvait ignorer la qualité de ma cliente puisqu'elle portait son uniforme de gardien de la paix. S'agissant de son préjudice, ma cliente aujourd'hui vous l'a redit, cet acte a eu un retentissement particulièrement important chez elle. Elle est choquée, elle se sent humiliée et elle a des difficultés à retourner sur le terrain alors même qu'elle venait de prendre ses fonctions. Le 14 janvier, lorsqu'elle s'est rendue sur ce point de deal, cette première expérience a été particulièrement marquante pour elle. L'outrage à agent ne peut pas être banalisé. Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire un exemple, mais bien de sanctionner un acte humiliant et outrageant à l'égard de quelqu'un qui, je le rappelle, représente l'autorité de l'État. S'agissant de son préjudice moral, je sollicite du tribunal l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 2 000 € afin de réparer le préjudice subi. Je vous remercie. Merci, maître. Madame la procureure, vous avez la parole pour vos réquisitions.
Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame, Monsieur du tribunal, les faits dont votre juridiction est saisie aujourd'hui sont la parfaite illustration de ce qu'est la réalité quotidienne du trafic de stupéfiants de proximité. Celui qui, s'il n'a pas les moyens des gros réseaux, s'installe au pied des immeubles et gangrène lui aussi nos quartiers, nuit lui aussi à la tranquillité des riverains et à la santé publique. Madame Diehl comparaît aujourd'hui devant vous dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate qui s'explique à double titre. D'abord, je rappelle que le trafic de stupéfiants ainsi que les infractions commises à l'encontre des forces de l'ordre sont inadmissibles dans notre société et constituent des priorités d'action pour le ministère public. Deuxièmement, par la clarté des éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête. En effet, les faits reprochés à Madame Diehl sont parfaitement établis. S'agissant d'abord des faits de détention et d'offre et cession de produits stupéfiants, je reviendrai brièvement sur les faits, si vous me permettez, Madame la Présidente. Il ressort des surveillances policières décrivant précisément le mode opératoire utilisé par Madame Diehl, qu'entre le 3 et le 14 janvier, elle a effectivement vendu des stupéfiants en bas de son immeuble, échangeant des pochons contre des billets de banque. Sur cette période, elle a effectué en moyenne 11 transactions de ce type par jour. Si Madame Diehl a affirmé qu'il s'agissait d'une activité de vente de tiramisu opérée sur l'application Snapchat, elle n'a jamais été vue en train de remettre la quelconque pâtisserie à l'un de ses clients. Le tribunal ne s'y trompera pas, ce n'est pas des tiramisu qu'elle conditionne et qu'elle vend dans ses pochons. Plus encore, il ne s'agit pas non plus d'un simple dépannage entre copains consommateurs ou d'une simple transaction occasionnelle, mais bien d'une activité régulière et bien établie de trafic de stupéfiants. L'existence de ce trafic est également caractérisée par les SMS retrouvés dans le téléphone de Madame Diehl, qui évoquent très clairement un stock, des livraisons, des recettes. Comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, on a retrouvé des photos, des stories annonçant des ventes de marchandises et des livraisons sur Snapchat. La découverte à son domicile du matériel, de tout l'attirail nécessaire au conditionnement de ces produits stupéfiants achève de rapporter la preuve que ce n'est pas des tiramisu que Madame Diehl vend, mais bien un commerce de stupéfiants. Stupéfiants dont des traces ont été retrouvées sur ce matériel, vous l'avez rappelé, les pochons, les balances de précision, les couteaux, les gants en latex, ça fait beaucoup. Je le rappelle, surtout que plus de 500 grammes de stupéfiants ont été retrouvés au domicile de Madame Diehl, ce qui correspond à une quantité bien supérieure à celle d'une quantité correspondant à une consommation personnelle. On a également retrouvé la somme de 2 720 € en petites coupures. Les faits de détention, d'offre et cession de produits stupéfiants sont donc parfaitement établis. Madame Diehl ne s'arrête pas là, puisque lors de son interpellation, elle va adopter un comportement particulièrement violent. Elle va proférer des propos outrageants à l'égard des forces de l'ordre. Elle va leur cracher dessus, en tout cas en leur direction. Là encore, les faits sont parfaitement établis. Madame Diehl ne les conteste pas d'ailleurs devant vous aujourd'hui. Je tiens cependant à lui rappeler que non, insulter, menacer, cracher en direction des forces de l'ordre, ce n'est pas anodin, ce n'est pas une réaction à une provocation, c'est un outrage, c'est puni par la loi. C'est une manifestation du non-respect le plus flagrant de l'autorité de l'État de droit. C'est une volonté d'humilier ces fonctionnaires de police qui exercent leurs fonctions dans des conditions que l'on sait souvent difficiles, parfois dangereuses. C'est inacceptable. Ce sont des faits graves qui ont des conséquences véritables, parfois traumatisantes, sur la personne qui se trouve derrière l'uniforme. Madame Émilie Terre nous a expliqué qu'elle était jeune professionnelle, qu'elle venait d'entrer en fonction, et déjà, elle est confrontée à l'incivilité, à la violence. C'est inadmissible. Les infractions sont donc caractérisées, et je vous demanderai, Madame la Présidente, d'entrer en voie de condamnation à l'égard de Madame Diehl. S'agissant de sa personnalité, elle a 24 ans. Son casier judiciaire, vous l'avez rappelé, est déjà porteur de 2 condamnations. Une ordonnance pénale en 2022, déjà pour des stupéfiants, et une condamnation en 2024 à effectuer un travail d'intérêt général pour des faits de violence et de dégradation. Bien sûr, le ministère public doit tenir compte des difficultés dont Madame Diehl fait état, mais je tiens à lui rappeler fermement que ces difficultés ne sont pas un totem d'immunité, qu'elles ne justifient aucunement les faits qui lui sont reprochés. C'est pourquoi je vous demanderai de prononcer une peine juste et adaptée, mais ferme, afin de l'enjoindre à remettre urgemment sa vie sur les bons rails. Je vous demanderai de tenir également compte du positionnement adopté par Madame Diehl à l'audience. Si celle-ci reconnaît l'outrage, elle est dans une posture de minimisation de ce qui s'est passé et elle conteste d'ailleurs les faits de trafic de stupéfiants malgré l'existence d'éléments objectifs. Je vous demanderai donc
Madame la Présidente, en répression, de condamner Madame Dill à la peine de 8 mois d'emprisonnement, dont 4 mois assortis du sursis probatoire pendant une durée de 2 ans. Cette peine de sursis probatoire sera assortie des obligations, premièrement, d'exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation professionnelle afin de lui permettre de se réinsérer et de s'éloigner durablement du trafic de stupéfiants. Ensuite, de se soumettre à des mesures d'examen médical, des traitements ou des soins, notamment en addictologie afin de traiter son addiction aux produits stupéfiants. Et enfin, une obligation de réaliser un travail d'intérêt général à hauteur de 140 heures afin de la responsabiliser et de réparer le tort causé à la société par la commission de ces infractions. S'agissant de la partie ferme de cette peine, donc à hauteur de 4 mois, je vous demanderai de l'aménager sous la forme de la détention à domicile sous surveillance électronique. Je vous remercie. Merci Madame la procureure. Maître, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur du tribunal. Michaela Dill a 24 ans. Elle est devant vous aujourd'hui, non pas parce qu'elle aurait construit un trafic, organisé un réseau ou cherché à s'enrichir, mais parce qu'elle s'est laissée glisser progressivement dans une consommation qu'elle ne maîtrise plus. Ce dossier, si on le regarde attentivement, ce n'est pas celui d'une caïd. C'est celui d'une jeune adulte en échec, sans cadre, sans stabilité et avec une addiction qui prend toute la place. D'abord, sur les infractions à la législation sur les stupéfiants. On vous demande de voir dans chaque élément du dossier la preuve d'un trafic structuré. Mais les preuves manquent. Aucun acheteur interpellé, aucun client identifié, aucune comptabilité, aucune organisation hiérarchisée. Oui, les policiers ont observé des échanges, mais une observation, ce n'est pas une certitude. Et une certitude n'est pas une preuve pénale suffisante pour caractériser une offre ou une cession. Quant au téléphone portable de ma cliente, on y voit des mots « stock »,« marchandise »,« chef ». Ce sont des termes ambigus, oui, maladroits, utilisés sur Snapchat, un réseau où l'exagération est presque un langage. Michaela Dill, elle vend des tiramisu faits maison. Elle le fait mal, sans cadre, sans déclaration, mais elle le fait. Les balances, les couteaux, les planches à découper, ils sont cohérents avec un CAP pâtisserie et une pratique artisanale à domicile. Ce n'est pas élégant, ce n'est certainement pas professionnel, mais ce n'est pas nécessairement du trafic. Quant aux quantités de stupéfiants retrouvées, elles sont importantes, oui, mais elles sont aussi révélatrices d'une consommatrice qui est addicte, qui achète en grande quantité pour sa consommation qui est strictement personnelle. Et c'est ça que vous devez voir aujourd'hui dans ce dossier. Je vous demande donc d'entrer en voie de relax sur les faits d'offre ou de cession de stupéfiants. À tout le moins, je vous demande d'avoir un doute qui est tout à fait légitime. Et en matière pénale, je tiens à le rappeler, le doute profite au prévenu. Sur les faits d'outrage, Michaela Dill ne conteste pas les propos qui ont été tenus. Elle ne nie pas le crachat. Mais il faut replacer ces faits dans leur contexte. Une interpellation, du stress, de la panique, de la consommation et surtout une jeune qui ne sait pas parler autrement. Ce ne sont pas des propos réfléchis, comme on essaye de nous le faire croire, ni construits, ni idéologiques. Ce ne sont que des paroles qui sont impulsives, qui sont stupides. Et je lui ai dit, et elle le sait, que Michaela Dill regrette aujourd'hui. Elle vous l'a dit, elle le sait, elle en est consciente. Il ne s'agit pas d'une femme qui maîtrise la police, il s'agit d'une femme qui a perdu ses moyens. Michaela Dill, aujourd'hui, elle se tient devant vous, elle a une attitude qui, parfois, est déstabilisante, mais en réalité, quand elle se confie à vous, Michaela Dill, c'est une femme fragile, c'est la jumelle qui n'a pas réussi. Elle a un frère avec qui elle se compare sans cesse, elle se compare, elle se dévalorise, elle décroche, elle a un diplôme, elle a travaillé, elle a une famille qui est présente aujourd'hui dans la salle, elle a une possibilité d'hébergement chez ses parents, mais surtout, elle a un problème de santé. Une addiction qui appelle aujourd'hui du soin, pas de l'enfermement. L'incarcération serait ici une fausse bonne réponse. Elle casserait ce qui reste de fragile sans en régler la cause. C'est pourquoi aujourd'hui, Madame la Présidente, Madame, Monsieur du tribunal,
La comparution immédiate est déjà une sanction pour ma cliente. Elle a été extraite de chez soi, jugée publiquement, confrontée à ses actes. C'est un choc. Si peine il doit y avoir, un travail d'intérêt général me paraît tout à fait opportun. À titre subsidiaire, si vous envisagez une mesure privative de liberté, je vous demande un aménagement immédiat, avec hébergement chez ses parents à Pessac. Punir, oui, il le faut. Détruire, non. Je vous remercie. Merci, maître. Madame Dill, approchez, s'il vous plaît. Vous avez la parole en dernier. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste dire que mon avocate a tout dit, mais que je suis d'accord pour un travail d'intérêt général. C'est noté. Le tribunal va se retirer pour délibérer. L'audience est suspendue. Veuillez vous lever. Vous pouvez vous asseoir. Pour avoir une petite idée, est-ce que, selon vous, Madame Dill est coupable ou non ? Alors, pour les personnes pour qui Madame Dill est coupable, est-ce que vous pouvez lever la main ? Ok. Coupable de quoi ? Oui, de trafic de stupéfiants. Bon, une grosse majorité, et y compris dans les salles, j'ai pas vu. Dans les salles attenantes, est-ce que vous pouvez lever la main si vous pensez que Madame Dill est coupable ? Ok, donc pareil, une grosse majorité. D'accord. Donc là, les 3 juges sont partis se retirer pour délibérer. Donc le délibéré, c'est, on va dire, la prise de décision entre eux. Donc ils vont d'abord déterminer si la personne est coupable ou non. Donc est-ce que Madame Dill est coupable du trafic de stupéfiants et de l'outrage ? Et ensuite, s'ils considèrent que Madame Dill est coupable, ils vont ensuite statuer sur la peine à appliquer à Madame Dill. Donc la loi prévoit une peine maximum, mais il n'y a pas de minimum de peine. Là, il s'agit d'un délit. Et ils sont 3 magistrats, donc ça se joue à la majorité. Donc si les 2 sont pour la relaxe, donc pour dire que Madame n'est pas coupable, eh bien elle sera relaxée. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre ? Oui, pour déterminer la peine, si jamais il la considère coupable, il s'appuie sur les pièces du dossier, mais aussi sur ce qui s'est passé à l'audience, donc les déclarations de Madame, les réquisitions de Madame la procureure et des plaidoiries des avocats. Donc selon ça et selon aussi la personnalité de la prévenue, ils vont déterminer la peine à appliquer. Quand on parle de personnalité, c'est la situation personnelle et professionnelle, parfois carcérale si Madame était détenue. Là, c'était pas le cas en pratique. Enfin, tu sortais de garde à vue. Oui, mais t'étais pas en détention provisoire. Oui, je parle à la prévenue. Mais peut-être qu'on peut prendre des questions si jamais il y en a. Pour commencer, dans les salles attenantes, si jamais. Je pense qu'il y a quelqu'un qui passe les micros. Non, pas de questions. En amphi, oui. Il n'y a pas de questions ? Comment le procureur avait déterminé la peine ? Se base sur quoi ? Alors, les critères pour déterminer la peine, déjà on utilise, donc comme Maya vous l'a dit, il n'y a pas de peine plancher, mais les textes nous prévoient les peines maximales. On a également des peines obligatoires pour certaines infractions, mais sinon ça va être les mêmes critères en fait que le tribunal va utiliser pour délibérer. On va utiliser les faits, donc leur gravité, ainsi que la personnalité du prévenu. Donc là, dans mes réquisitions, elle avait déjà 2 antécédents judiciaires. On peut aussi s'appuyer sur son positionnement à l'audience et sur sa situation personnelle. Voilà, donc c'est les mêmes critères en fait que ceux que le tribunal va employer pour prendre sa décision. S'agissant de la situation personnelle, donc ça va être sa situation financière, familiale, voilà, si elle a un logement ou pas, voilà. Et je précise aussi que le délibéré est secret, donc c'est tenu par le secret du délibéré, donc on ne pourra jamais savoir ce qui s'est passé
en cours de délibéré, donc qui a dit quoi, qui était pour la culpabilité ou non. Et le non-respect, donc la violation du secret du délibéré, est sanctionné pénalement. Donc c'est une infraction à part. Peut-être que Manon, tu veux expliquer la constitution de partie civile, si tu veux. Alors, très rapidement, juste pour que ce soit quand même pas trop compliqué, l'idée c'est que quand une victime est présente à l'audience, si elle veut demander des dommages et intérêts, il faut qu'elle dise qu'elle se constitue partie civile. Donc c'est pour ça qu'une des questions qui a été posée au tout début de l'audience par la présidente, c'était Madame, est-ce que vous vous constituez partie civile ? Et donc effectivement, c'est la première chose sur laquelle j'ai été interrogée, la première chose à laquelle j'ai répondu. Et donc j'ai tout de suite dit, je suis venue avec un avocat, parce que déterminer, souvent pour les parties, déterminer la somme qu'ils veulent demander en tant que partie civile, c'est toujours assez flou. Donc c'est bien d'être aidé d'un avocat quand c'est possible, parce que parfois il y a des sommes qui sont demandées qui peuvent être complètement décalées aussi avec la réalité, qui peuvent aussi desservir la demande des parties civiles. Donc c'est bien d'être conseillé. Donc voilà, j'espère que je serai entendue. Et si je peux compléter, bon déjà il faut rien lui donner, mais elle n'est pas du tout obligée de se constituer partie civile au moment où la présidente l'interroge dessus. Elle a jusqu'à avant que le procureur prenne ses réquisitions pour dire qu'elle veut se constituer partie civile. Et de la même manière, le tribunal ne peut en aucun cas chiffrer sa demande à sa place. Donc si par exemple la partie civile n'est pas représentée par un avocat, ce qui peut être très souvent le cas, dans ce cas-là c'est elle qui doit formuler sa demande, donc la présidente ou le président va l'interroger de savoir si elle veut se constituer partie civile. Si elle répond oui, le tribunal va lui demander quelle est sa demande d'indemnisation. Et alors là c'est à elle de chiffrer arbitrairement en fonction, donc si elle a des justificatifs c'est mieux. Donc, par exemple, si elle a eu des frais médicaux, ça peut être pris en compte. Si elle a eu des pertes professionnelles à cause de ce qui s'est passé, ou voilà, tout ce qu'elle peut apporter comme élément. Mais si, par exemple, elle dit qu'elle a envie d'avoir une indemnisation à 100 000 euros, bah, le tribunal va prendre note. Très bien, je note une demande à 100 000 euros. Et après, le tribunal n'est bien sûr pas du tout obligé de suivre la demande qui a été formulée par la partie civile. Il pourra pas lui donner plus. Bon, après 100 000 euros, c'est beaucoup, mais il ne pourra pas lui donner plus que 100 000 euros. Par contre, il pourra lui donner moins. Ou 100 000 euros s'il en a envie. Voilà. De la même manière que les réquisitions du procureur, c'est la demande du procureur, mais que le tribunal peut à la fois donner plus ou donner moins que les réquisitions qui ont été faites par le procureur. Je vais vérifier. Je crois qu'ils ont fini. Okay. Le tribunal de vous lever. Approchez Madame Dill, s'il vous plaît. Alors, Madame, après en avoir délibéré, le tribunal, par décision contradictoire, vous déclare coupable de l'intégralité des faits qui vous sont reprochés. Il vous condamne à une peine de 9 mois d'emprisonnement, dont 6 mois assortis du sursis probatoire, avec les obligations de travailler ou de suivre une formation, une obligation de soins en addictologie, une obligation de réaliser un travail d'intérêt général de 140 heures et l'obligation de réaliser un stage à vos frais sur la sensibilisation aux produits stupéfiants. Le tribunal constate également la confiscation des scellés. Le tribunal reçoit la constitution de partie civile de Madame Émilie Terre et vous déclare entièrement responsable de son préjudice. Il vous condamne à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Donc, Madame, vous avez compris, donc vous n'allez pas en détention. Tout de suite, vous allez être convoquée par le juge d'application des peines qui va fixer avec vous les modalités de l'aménagement pour la partie ferme que nous avons prononcée. Et vous avez un certain nombre d'obligations dans le cadre de votre sursis probatoire, donc il vous faudra respecter, mais de la même façon, le juge d'application des peines vous expliquera. Si cette décision ne vous satisfait pas, vous avez la possibilité de faire appel dans un délai de 10 jours. Oui, bah, je vais faire appel. D'accord, c'est clair pour vous pour le reste ? Oui, bah oui, c'est clair. C'est clair. Vous pouvez y aller, l'audience est levée. On peut passer aux questions, si vous en avez. N'hésitez pas, sur le procès en général. Oui.
Pourquoi Madame la procureure, elle ne fait pas partie du délibéré? Alors, le procureur de la République ne fait pas partie de la formation de jugement. Il est partie au procès, pas au même titre que les prévenus et la partie civile, mais ça reste une partie au procès. Et il est là pour défendre l'intérêt de la société, en fait. Donc, le rôle du procureur, ça va être de proposer la peine que lui estime, au nom du ministère public, la plus adaptée à l'infraction qui a été commise, mais il ne fait pas partie de la formation de jugement. Et comme l'a dit Manon, le tribunal n'est pas lié, en fait, par les réquisitions du procureur. Il peut tout à fait prendre une autre décision. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Merci. J'ai une question sur les bases sur lesquelles on prend un jugement. Est-ce qu'on doit s'en tenir uniquement à ce qui a été dit sur place, à l'audience, ou est-ce que, par exemple, on peut extrapoler son raisonnement? Par exemple, ici, la prévenue n'a pas demandé un délai de 10 jours alors qu'elle aurait pu prendre ce délai pour prouver qu'elle fabriquait bien des tiramisu. Est-ce que vous avez le droit, enfin, est-ce que vous pouvez vous baser sur des raisonnements extérieurs à ce qui s'est dit? Alors, je vais répondre à la question. Donc, on doit prendre notre décision sur les seuls éléments qui ont été débattus à l'audience, c'est-à-dire que le tribunal ne peut pas prendre des éléments du dossier qui n'auraient pas été débattus ici. En revanche, le droit de préparer la défense est un droit, donc c'est-à-dire qu'on peut en tirer aucune conclusion sur la culpabilité ou la peine. Après, c'est comme le droit de garder le silence, c'est-à-dire que c'est quand même un élément qu'on apprécie, mais je veux dire, c'est un droit, donc en fait, on ne peut pas sanctionner la personne sur ces éléments-là. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans les salles attenantes? Non, j'ai pas l'impression. Ah si. Oui, il y a une question ici. Vous pouvez y aller. Merci. J'avais une question concernant donc le procès qu'on vient de voir, qui est effectif. Est-ce que c'est un procès est-ce que tous les procès se déroulent de manière générale comme ça, ou est-ce que c'est juste dans le cadre de la comparution immédiate, globalement? Alors, la comparution immédiate qu'on a eue là aujourd'hui, c'est un modèle un petit peu particulier parce que c'est une procédure d'urgence. Donc là, comme je l'ai expliqué au début, en fait, la personne venait quasiment de finir sa garde à vue et elle comparait tout de suite devant le tribunal, sauf à demander un délai pour préparer sa défense. Mais donc, c'est une procédure qui est réelle et qui est d'ailleurs assez commune en matière de trafic de stupéfiants ou de vente, voilà, liée aux stupes. Donc, c'est assez fidèle. Après, évidemment, on a quand même là un temps imparti, donc ça aurait, je pense, été un petit peu plus long dans la vraie vie, si je puis dire. Mais sinon, c'était assez fidèle. On a essayé vraiment de reproduire les différentes étapes procédurales de la comparution immédiate. Oui. J'arrive. J'ai le micro. Ah. Mais c'était pour vous signaler que moi, j'ai une question par rapport à l'obligation de soins. Parce que dans l'audience, on a compris que donc elle a été déclarée coupable de deal et de vente, mais ça ne signifie pas forcément qu'elle a un trouble addictif. Sur quelle base on prononce l'obligation de soins? Et est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord qu'elle voie un médecin pour savoir si elle a vraiment un trouble de l'usage? Parce qu'elle pourrait être juste, par exemple, vendeuse ou dealeuse, ce qui peut arriver. Voilà. Alors, l'obligation de soins, elle était tout à fait opportune dans ce dossier, puisque Michaela Adil, elle a reconnu une consommation à l'audience. C'est vrai que dans le cadre d'une comparution immédiate, il y a une enquête de personnalité qui est faite obligatoirement avant de pouvoir être jugée. Et en fait, ça serait ressorti également des éléments de personnalité qui ont été abordés à l'audience. Et donc, à partir du moment où il y a une consommation de stupéfiants qui est importante, elle a aussi été questionnée sur la quantité qu'elle consommait, puisque c'était un peu sa ligne de défense de dire qu'elle consommait tous les stupéfiants qui ont été retrouvés chez elle. Et donc, à partir de ce moment-là, une obligation de soins est pertinente. Et dans les faits, comment ça se traduit? Ça se traduit par un suivi chez un médecin qui ensuite établira des attestations pour dire qu'elle est suivie, qu'elle parle de son addiction et que, voilà, c'est traité. Je ne sais pas si ça répond. Et puis ça n'empêche pas à la suite au médecin qui la verra de pouvoir dire moi j'estime qu'il n'y a pas de problème de soins, et dans ce cas-là de renvoyer après les éléments au juge d'application des peines qui suivra, au service pénitentiaire d'insertion et de probation qui suivra aussi. Mais en l'état des éléments qu'on avait,
Ne pas mettre d'obligation de soins, c'est aussi venir prendre une décision d'emblée de couper toute possibilité à cette personne de pouvoir aussi être accompagnée sur ce plan-là. Donc c'est aussi le volet pédagogique de la peine, au-delà du volet de la sanction. Voilà. Je me permets juste d'ajouter par rapport au juge d'application des peines qui peut tout à fait enlever une obligation au cours du suivi si il estime et qu'il y a assez d'éléments justifiant qu'il n'y ait pas d'obligation de soins. Et moi, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à votre question, madame. Je pense que l'attitude aussi du prévenu à l'audience, ça compte beaucoup, parce que, beaucoup, pour adapter la peine, puisque quelqu'un qui va reconnaître, par exemple, si elle avait reconnu les faits de trafic de stupéfiants, forcément, on va pouvoir aussi adapter la peine et prendre en compte son positionnement sur les faits pour, justement, dans un but pédagogique, lui faire réfléchir aussi sur ses actes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Comment se déroule le délibéré, la partie qu'on ne voit pas? Qui prend la parole? Qui amorce le débat? Alors là, j'ai fait un tout petit peu de pédagogie, même si c'est 2 étudiants en droit, donc ils savaient de quoi on parlait. Dans la vraie vie, on aborde directement les 2 points, donc sur la culpabilité d'abord. Est-ce que la collégialité retient la culpabilité? Et ensuite la peine. La nature de la peine, le quantum, combien d'années si jamais il y a de l'emprisonnement, les modalités, ce qu'on aménage, c'est d'abord la culpabilité et ensuite la peine et les modalités de la peine et les éventuelles peines complémentaires. Là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y avait la confiscation des scellés. Voilà, ça c'est aussi des peines complémentaires, donc on raisonne par étapes. Et puis ensuite, la partie action civile, savoir combien on alloue de dommages et intérêts à la partie civile et si on reçoit surtout sa constitution de partie civile. Et juste si je peux compléter du coup sur l'ordre de parole, en fait c'est un peu comme une réunion. Vraiment ça a l'air d'une réunion. C'est la personne qui est la plus jeune en poste qui commence à prendre la parole. Et ensuite c'est par date d'entrée en poste, on prend la parole chacun, on donne son avis et ensuite on en discute pour atteindre une décision. Voilà. Et le délibéré peut vraiment être plus ou moins long selon si les magistrats sont d'accord ou non. Mais ça peut durer des heures, ça peut être très très long. Oui, le procès est écrit. Quel est le rôle du greffier et qui écrit le jugement ? Alors, pour le rôle du greffier, donc effectivement, on est tout ce qui est dit à l'audience est retranscrit par le greffier, c'est ce qu'on appelle les notes d'audience. Donc, s'il y a des incidents, ce genre de choses, c'est également mis par écrit. Ensuite, la rédaction du jugement, c'est en principe, ça aurait été au président de le prendre, mais sinon, il me semble que les assesseurs, si je dis pas de bêtises, en fait, il y a une répartition des dossiers en amont, et donc celui qui avait le dossier et qui s'est chargé de l'exposé oral, etc., se charge de la rédaction ensuite, sur la base de la décision collégiale qui a été prise. Petite précision, le greffier a un ordinateur, donc il tape à l'ordinateur. Là, nous, on a dû écrire à la main, donc c'était un peu plus compliqué et plus fastidieux, mais... Et pour compléter aussi, si vraiment la question c'est qui rédige le jugement, toute la partie motivation, donc tout ce qui justifie la peine, justifie la culpabilité et justifie la décision qui est prise par le tribunal, c'est le magistrat qui rédige. Le greffier fait effectivement les notes d'audience et notamment il y a aussi tout un volet avant-après avec le rôle du greffier qui est indispensable et sans lequel le magistrat ne peut pas travailler. Donc c'est un vrai binôme de travail. Mais en tout cas, s'agissant vraiment de la partie motivation sur la peine et la culpabilité, c'est le rôle exclusif du magistrat. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, merci beaucoup. Comment se passe la partie préparatoire au procès ? Vous recevez un dossier, vous avez le temps de le lire. Comment vous faites ? Est-ce que vous avez une idée a priori de la personne que vous jugez ? Qui vous a donné cette idée a priori ?
Alors là, dans le cadre de la comparution immédiate, forcément, le travail de préparation va être un peu plus restreint parce que la personne sort de garde à vue. Donc nous, effectivement, on sait qu'on va présider la comparution immédiate de tel jour. On reçoit les dossiers dès qu'ils sont finalisés, dès que l'enquête de personnalité a été réalisée, que la garde à vue est finie. En fait, c'est le parquet qui supervise toute la partie jusqu'à la garde à vue. Ensuite, il y a une présentation de la personne devant le procureur de la République qui va donc annoncer à la personne que voilà, vous allez comparaître à la comparution immédiate de demain. Et donc le président reçoit le dossier. Effectivement, la partie préparation de l'audience va être un petit peu restreinte sur des dossiers plus gros, plus importants, qui donc ne passeraient pas dans le cadre d'une comparution immédiate. Oui, on reçoit le dossier plusieurs semaines à l'avance, on a tout un temps de préparation, et dans les dossiers, on a des enquêtes de personnalité, on peut avoir des expertises psychologiques, psychiatriques, tout dépend des enjeux du dossier, pour effectivement avoir déjà une idée de la personnalité de la personne, des difficultés qu'elle peut rencontrer, et des complexités du dossier. Je me permets de compléter. Aussi, dans le dossier, forcément, ce qu'on va regarder, c'est... le but de l'audience et de la procédure orale, c'est aussi d'apporter des éclaircissements sur les faits et sur la personnalité. Donc, c'est intéressant, quand on prépare le dossier, justement, de voir un peu les zones à éclaircir, entre guillemets. Et puis, forcément, aussi, on a le casier judiciaire. Et quelqu'un qui a déjà des mentions à son casier, forcément, ça en dit plus sur sa personnalité et le fait qu'il soit connu de la justice que quelqu'un qui a un casier néant. Donc, voilà. Et puis, pour compléter, forcément, quand on a un dossier avec des éléments, si on a un dossier qui est bien complet, on va avoir une idée, pour répondre à votre question, de ce qu'on imagine de la situation. Pour autant, la décision, elle n'est jamais prise en amont, et l'audience a une vraie plus-value et a une vraie importance et surtout une très grande place dans la décision pénale. Je rajoute juste, en plus, ça permet vraiment de préparer des questions en amont. S'il y a des points qui méritent des éclaircissements à l'audience, ça permet de confronter directement le prévenu, de mettre face à des contradictions qui ont été relevées. Parce qu'il faut aussi se mettre à la place, entre guillemets, du prévenu qui sort de garde à vue, qui peut être un peu confus parfois parce que il a fait pas beaucoup d'auditions et donc ça permet de le confronter sur des contradictions qu'il aurait pu avoir. Voilà. Je me permets de compléter. Donc nous, concrètement, quand on arrive à l'audience, on a tous les PV qui ont été faits par les forces de sécurité intérieure, toutes les enquêtes un peu annexes qui ont été faites, type enquête de personnalité, expertise si besoin, toutes les pièces qui ont pu être établies par le parquet, les auditions, le déferment, le casier judiciaire, comme l'a rappelé c'est toi Manon. Donc dossier quand même assez complet. Petite précision aussi, c'est qu'il y a en principe qu'un magistrat qui va vraiment instruire le dossier en amont, donc faire une synthèse des faits, etc. C'est le président de l'audience. Les assesseurs ont accès au dossier, mais c'est plutôt le président qui va vraiment préparer le dossier en amont. Je crois qu'il y avait une autre question, merci. Bonjour, merci. Moi j'avais une question. Il me semble que la peine prononcée était plus lourde que la peine qui a été demandée. Est-ce que du coup la peine demandée par le procureur l'est purement à titre indicatif ou... Oui, on peut parler de peine proposée à titre indicatif. Alors, comme je l'ai dit, le tribunal n'est pas du tout lié, en fait, parce que requiert le parquet. Le parquet, il va proposer une peine que lui estime adaptée au regard des éléments du dossier, au regard de sa lecture du dossier. Mais oui, le tribunal peut parfaitement estimer que la peine proposée par le parquet n'est peut-être pas suffisante ou pas adaptée au niveau des modalités. Il n'y a pas vraiment de règles en la matière. Je ne sais pas, Laura, si tu veux compléter. Non, effectivement, c'est indicatif. On en tient forcément compte, mais au même titre que la défense qui peut proposer une peine, on en tient compte. Et là, il y avait la collégialité, donc aussi, il faut se mettre d'accord sur le quantum. Parfois, il y a des discordances entre nos avis. Donc on en tient compte, et donc parfois, ça conduit à dépasser ce qu'avait pu proposer le procureur. Et juste pour compléter, du coup, le parquet peut tout à fait faire appel de la peine qui a été... décidé par le tribunal s'il estime qu'elle est insuffisante par rapport à ce qu'il avait requis. Et tout dépend de la perception de la gravité de chacun, parce que le parquet avait requis, si vous avez bien compris, le parquet avait requis un aménagement ab initio, c'est-à-dire qu'il avait requis que le siège puisse prendre une décision d'aménagement immédiate de la partie ferme en disant qu'il y ait en gros un bracelet électronique à domicile tout de suite. Donc la personne devait sortir du tribunal,
en partant immédiatement en bracelet électronique à domicile. Voilà, c'est factuel. Je ne vais pas vous dire si c'est plus grave ou moins grave, c'est aussi une question de perception. Mais le siège a décidé qu'il n'avait pas assez d'éléments pour pouvoir faire cet aménagement ab initio. Et donc, il a dit, je laisse les modalités de la partie ferme au juge d'application des peines. Donc c'est le juge d'application des peines qui décidera à l'issue le contexte et comment sera appréciée cette partie ferme, quel aménagement sera mis ou pas, est-ce qu'il y aura un aménagement ou pas. En réalité, on ne sait pas au niveau du stade de la décision de jugement. Donc même si le quantum était plus élevé, est-ce que finalement la décision était plus sévère ou pas? Ça dépend de la perception de chacun. En fait, le quantum était plus élevé, mais en soi, la partie ferme était plus faible. C'est-à-dire que nous, on a retenu 9 mois, mais 5 mois de sursis probatoire, alors que le procureur avait requis 4 mois. Donc voilà, c'est aussi une question d'appréciation. Est-ce que vous considérez que c'est plus ferme ou pas? Et juste pour compléter, les réquisitions du parquet, elles ont quand même une utilité. C'est quand même un référentiel auquel le siège va se référer. Et généralement, alors je ne dis pas que le siège prononce toujours des décisions qui sont celles des réquisitions, mais en général, on a quand même des référentiels qui sont similaires. Comme l'a dit Manon, ça dépend aussi de la perception de la gravité de chacun. Mais voilà, généralement, le parquet, il est là pour apporter son éclairage de le ministère public qui a suivi l'enquête de police, qui a dirigé l'enquête et qui présente la procédure, qui estime que voilà, il y a assez d'éléments pour prononcer une condamnation et la condamnation que je demande, ce sera celle-ci pour telle ou telle raison. Voilà. Pardon, je rajoute juste un dernier élément par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure sur les éléments à prendre en compte. Il arrive aussi parfois que le parquet prenne des réquisitions avant l'audience, c'est souvent d'ailleurs le cas, et voyant le comportement du prévenu, finalement, alourdit, allège, voilà, ça peut être aussi pris sur le tard en fonction des éléments nouveaux que peut apporter le prévenu. Donc, bonjour. Là, on a vu le procès avec un prononcé de peine. Et vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. Après, il y a une autre étape, c'est l'application des peines. Et ma question, c'est, on est en comparution immédiate, et finalement, dans quel délai le juge d'application des peines est-il saisi? Reçoit-il le dossier? Prend connaissance du dossier, puis décide? Voilà, pour avoir une idée. Normalement, c'est dans les 5 jours. Alors, ça dépend. Pardon. Ça dépend si, par exemple, là, le tribunal avait estimé décerner un mandat de dépôt, donc demander à ce que la prévenue aille directement en prison. Mais toujours avec un aménagement de peine, pardon, ça aurait été possible que Michaela soit incarcérée dès ce soir, à sa sortie du tribunal, conduite en prison, et ensuite le juge d'application des peines a 5 jours pour statuer sur l'aménagement. Et donc il est saisi sous 5 jours, elle passe 5 jours en détention, et ensuite au bout de 5 jours, elle peut sortir sous bracelet électronique si le juge d'application des peines a estimé que c'était possible. Pour les autres personnes, là, il n'y avait pas de mandat de dépôt, donc Michaela, elle serait rentrée chez elle, enfin, Madame la greffier lui aurait donné une convocation, à l'issue de laquelle elle se serait présentée devant le service d'insertion de probation pénitentiaire, et c'est généralement 30 jours, sous 30 jours qu'elle se présente là et qu'ensuite elle va rencontrer le juge d'application des peines pour voir comment sa peine va être mise à exécution. Voilà. Et alors, juste une précision, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément expliqué. Ça rejoint un petit peu la question qui a été posée tout à l'heure sur pourquoi le procureur n'est pas dans le délibéré. C'est parce qu'il y a une distinction qui est un peu cardinale, je vais mettre là, entre les magistrats du parquet et les magistrats du siège. Donc les magistrats du parquet, ou qu'on appelle aussi la magistrature debout, nous on est très terre à terre dans la justice. La magistrature debout, c'est parce que le procureur à un moment se lève pour prendre ses réquisitions, donc il est debout. Voilà. Ça ne va pas plus loin. La magistrature du siège, elle est assise. Du coup, c'est la magistrature assise. La distinction principale, c'est que donc, la magistrature du parquet, donc, elle est partie à la procédure. Elle n'a pas l'indépendance, c'est pas elle qui va prendre la décision. Alors que la magistrature du siège, elle est pleinement indépendante et c'est garanti par la Constitution. Et c'est elle qui va prendre la décision. Mais dans la magistrature du siège, il y a un certain nombre de fonctions qui sont tout à fait diverses et que nous, en tant qu'auditeurs de justice, on va pouvoir exercer à la sortie de l'école. Donc, par exemple, le juge d'instruction est un magistrat du siège, le juge des enfants, le juge d'affaires familiales, le juge des libertés de la détention. Bon, ça, on ne pourra pas l'exercer à la sortie de l'école, c'est pas un premier poste, mais c'est aussi un magistrat du siège. Il y a toute une variété
de fonctions au siège que n'a pas forcément le parquet, parce que le parquet, c'est plutôt en termes de hiérarchie, c'est-à-dire qu'il va y avoir le substitut du procureur, puis ensuite il va y avoir j'ai plus en tête le vice-procureur, le procureur de la République, le procureur adjoint, etc. Mais il n'y a pas de variété dans la fonction qui est exercée. On est magistrat du parquet ou alors on est magistrat du siège, et au sein du siège, il y a plein de fonctions. Voilà, donc ça rejoint un peu la question qui avait été posée tout à l'heure. Juste pour préciser, l'indépendance, ça fait débat, oui, mais c'est surtout une question d'impartialité qui va se poser, puisque le procureur, quand il prend ses réquisitions, il a déjà un avis sur le dossier. En fait, il pense que la personne est coupable et c'est lui qui a décidé de poursuivre le prévenu. Donc, il ne peut plus trancher puisqu'il a déjà un avis sur la question. S'il venait à juger l'affaire, à quoi sert l'audience, puisqu'il pense déjà qu'il est coupable. Donc, c'est plutôt ça, alors que le siège est tout à fait impartial. Et je précise quand même qu'il arrive que le parquet requiert la relaxe. Je veux dire, il n'est pas forcément obligé de poursuivre s'il pense que les faits ne sont pas constitués. Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à nous et aux deux assesseurs et de nous avoir écoutés. Il y a une dernière question. Ah oui, une dernière question ? Ok, bon, on la prend, mais c'est la toute dernière. Merci. Peut-être que ma question va sortir un peu dans le cadre du procès, mais si vous me le permettez bien. En fait, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une hiérarchie institutionnelle et financière entre le juge et le procureur de la République ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre le juge et le procureur, c'est ça ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie institutionnelle et financière entre le juge et le procureur de la République ? Non, pas du tout. On est tous rattachés au ministère de la Justice, mais il n'y a pas de hiérarchie, c'est-à-dire que le procureur ne peut pas me donner d'ordre, entre guillemets, sur la décision à prendre, et inversement, je ne vais pas aller lui dire quelle réquisition il faut qu'il prenne. Et financièrement, effectivement, c'est le ministère de la Justice dont on dépend, donc on a les mêmes fonds, de la même origine. Mais voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Si c'est bon, ok. C'est le même statut, et pour vous donner un exemple, on est tous formés ici, à l'École nationale de la magistrature, aux deux fonctions. Donc aux fonctions de procureur, magistrat du parquet, mais aussi magistrat du siège. On est formés, et au cours de notre carrière, on pourra changer, il y a une mobilité. Bon. Oui, eh bien, c'est bon, on en a fini. Merci beaucoup à vous. Et si vous avez d'autres questions, il y a des stands et des conférences. Si vous avez des questions sur la préparation au concours, les reconversions professionnelles, la formation initiale, il y a les stands juste en face et les conférences également tout au long de la journée. Merci.